vois quelques noms que je connais. Peut-être toi aussi, Caro, il y en a que tu connais. Ouais, Bon, en tout cas, on est contente de vous retrouver. À la base, on devait faire l'atelier la semaine dernière et puis moi, j'ai eu un imprévu familial. Enfin bon, les planètes n'étaient pas 100% alignées. Du coup, on s'est dit que un dimanche après-midi en mode cocooning, c'était pas plus mal. Bon, toi, t'es au Guatemala, t'as pas la même météo que nous, Caro, mais nous, non, personnellement, c'est pluie et grisaille, donc voilà, ça se non, passe. moi le matin ici, parce que c'est tôt, hein, il est 8h30 du matin. Ici, il fait toujours beau le matin. Après, ça se couvre, mais il fait beau. Mm, mm. Hmm. Donc, on va passer à peu près 2 heures ensemble pour cet atelier qui nous tenait à cœur. C'est un sujet qu'on adore avec Caro. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une retraite sur le sujet aussi en présentiel au printemps. Peut-être avant qu'on commence, on pourrait peut-être juste dire quelques mots sur nous, Caro, parce que je pense qu'il y en a qui viennent de ton côté, peut-être d'autres qui viennent du mien. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Est-ce que tu voudrais peut-être te présenter en quelques Ouais. phrases, dire un petit peu qui Quelques phrases, tu le es? truc que j'adore. Alors, me présenter. Non, alors, j'ai l'impression d'être à l'école. Bonjour. Tu sais, quand tu étais ou en colonie de vacances, franchement, j'ai que tel âge, je viens de... Non, bon, voilà, donc, euh, je suis Caroline, j'habite au Guatemala depuis maintenant 14 ans à peu près. Et je pratique l'astrologie, alors plusieurs branches d'astrologie, pareil, je pense depuis une quinzaine d'années. L'astrologie hellénistique, qui est l'astrologie grecque, et notamment, j'allais dire les deux, il y a des ponts entre les anciens et les modernes, puisque j'aime aussi beaucoup les astéroïdes, et notamment les archétypes du féminin. Et une de mes enseignantes a été Demetra George, qui a été la pionnière aux États-Unis dans les années 70 sur ce sujet. Et le fait d'habiter à l'étranger m'a permis aussi pour des raisons pratiques d'avoir accès à beaucoup de contenu dans d'autres langues et qui n'est pas forcément traduit en français. Donc voilà, un petit peu, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, à part que c'est un peu ma passion, mon travail, mon appel, et j'aime beaucoup le partager. Ma vie, en fait, voilà. Et tu as écrit un livre d'ailleurs sur le Ah oui, sujet, j'ai écrit un livre, que je ne me rappelle sur jamais de nom, mais j'ai écrit un livre. les J'ai archétypes pas choisi féminins le... dans l'astrologie. J'ai pas choisi le nom, donc à chaque fois, je suis là, comment il s'appelle le livre? Bon, en tout cas, il s'appelle quelque chose astrologie, énergie du féminin, un truc comme ok, c'est ça, ou Oui, archétype du et féminin. il est assez abordable, donc c'est vraiment chouette pour les personnes qui auront envie aussi d'approfondir le sujet par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui. Mais il est Et assez détaillé voilà, parce que vous avez Caroline par signe. oui, Caroline est très modeste, mais elle fait des super thèmes astro, des révolutions solaires géniales. Elle a fait la mienne il n'y a pas longtemps, Merci. c'est bientôt mon anniversaire. Elle donne des cours, enfin voilà, l'astrologie, effectivement, c'est ton truc. Et c'est pour ça que Ouais, je suis très heureuse de pouvoir co-créer avec toi, que l'on puisse transmettre. merci. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Aurore, j'habite pas très loin d'Annecy, dans les montagnes des Bauges, entre Annecy et Aix-les-Bains. Moi, ma passion, c'est de permettre à chacun de faire la paix avec son histoire, de se reconnecter véritablement à qui il est, de connecter avec plus d'amour, plus de fluidité, plus de joie. Et ça passe beaucoup par la libération à travers le transgénérationnel, les lignées. En ce moment, je me passionne aussi beaucoup pour les mémoires prénatales. J'adore l'astrologie. Je suis clairement pas aussi avancée que Caro. Moi, je suis niveau poussin, mais j'aime beaucoup ça. Ça s'invite aussi dans mes espaces. Et voilà, je fais des constellations archétypales et familiales à Annecy en général, mais voilà, ça peut s'inviter à d'autres endroits. Il y en a, d'ailleurs, je vois là, qui ont déjà testé avec moi. Je forme à la respiration, au breathwork, je donne des stages aussi et je chante. Voilà, j'adore chanter, la voix c'est mon truc aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous partager. Et donc on a eu l'élan de faire cet atelier pour pouvoir creuser un petit peu plus ce sujet des archétypes féminins. Moi j'avais déjà fait un atelier sur les archétypes féminins avec plus la vision de la roue, médecine, avec l'enchanteresse, la jeune fille, la sorcière et Mm. la déesse, que j'ai beaucoup amené aussi dans mes espaces et dans mes enseignements, dans mes stages. Donc pour ceux que ça intéresse, là je suis en train de changer de site, c'est un peu le bazar, mais normalement je le mets en vente en replay, donc je pourrais vous envoyer le lien si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on voulait
aborder ces archétypes plutôt avec la dimension dont parlait Caroline, justement, qui sont les astéroïdes, dont tu vas nous parler après, Mhm. qui sont du coup Vesta, Pallas Athéna, Junon, Cérès et peut-être Lilith si on a le temps. Alors Lilith n'est pas à proprement parler un astéroïde, même si peu de gens... Ah, Enfin, non, alors moi je suis un peu... Pourtant, j'ai pas de vierge, hein. Je n'ai pas de vierge dans mon thème, mais je précise souvent les propos parce qu'actuellement, on entend beaucoup la lune noire associée à Lilith, beaucoup sur les réseaux. Mais la lune noire, c'est un point astrologique où personne n'est vraiment d'accord. Par contre, il existe un astéroïde Lilith, hein, alors que la lune noire, c'est un point fictif. Voilà, donc juste pour préciser. Mais hmm, on expliquera un petit peu leur place dans le mandala du féminin. hmm. En tout cas, c'est intéressant, oui, parce qu'on a tendance à faire des amalgames un petit peu parfois. Mm. Ok, alors la proposition. Déjà, est-ce que... Non, on verra peut-être après, je ne sais pas si... Ah oui, si, voilà, c'était ça. Est-ce que tout le monde a pu faire son thème? Parce qu'après, quand Caro va nous parler un petit peu plus en détail des astéroïdes, il y aura des petites indications pour voir comment, si vous pouvez les repérer. Alice, elle dit of course. Donc si vous l'avez pas fait, vous pourrez le faire ou vous pouvez le faire maintenant. L'idée c'est d'aller sur Astro Thème, c'est le site en général le plus simple que je donne moi. Je sais pas si tu en as un autre, Caro. Ouais. Moi, j'ai astro.com parce que astro.com, ce qui est... mais après, je pourrais l'envoyer si tu veux. Je pourrais te donner une photo qu'on pourrait envoyer à tout le monde, qui est la photo d'une page du livre où justement on explique parce que sur astro.com, vous pouvez aussi vous amuser à chercher de nombreux astéroïdes, mais on peut ajouter des objets, ce qu'on appelle les objets additionnels. Donc, on peut un peu amplifier. Alors que je crois que AstroThème, il n'y a vraiment que les quatre principaux, ce qui est largement suffisant. Mais après, quand on veut aller un peu plus poussé ou s'amuser, moi, je trouve ça que c'est un amusement. Alors au début, ça peut paraître un peu technique, mais on peut aller sur astro.com, qui est AstroDinst aussi, qui est le site créé par Mm. Liz Green. Ok. En tout cas, voilà, l'idée c'est, si vous avez votre thème, c'est toujours intéressant de voir un peu où est-ce qu'elles se trouvent pour pouvoir les repérer et savoir un peu ce qu'il en est. Donc voilà, vous pourrez regarder et puis peut-être tu te donneras des petites indications après s'il y en a qui sont perdus. Ouais. Mais si vous pouvez l'avoir sous les yeux, ça peut être intéressant. Et on a nommé cet espace, on a voulu faire un atelier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie théorique, mais on avait aussi envie que ça se passe un petit peu dans le corps, dans la matière, dans l'inconscient. Et donc la proposition, c'est de commencer avec un espace de visualisation, une hypnose, un voyage, je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler. Donc l'idée, ce serait de vous installer confortablement. Ça peut être de rester assis là où vous êtes, de vous allonger si vous n'avez pas peur de vous endormir. Après, si vous endormez, c'est pas grave. Voilà, de mettre les téléphones de côté, en silencieux pour pas que ça vous embête. Éventuellement un casque ou des AirPods si vous avez envie d'être isolé du bruit, de bien entendre aussi, ou alors juste de laisser le son comme ça. Mais voilà, de vous installer dans un espace confortable pour que moi je puisse vous guider dans la visualisation. Vous pouvez déjà vous poser, fermer les yeux, relâcher un petit peu votre corps. Si vous sentez qu'il y a besoin de faire des petits mouvements pour vraiment arriver à vous détendre. Ok, sentir votre respiration, vous connecter avec votre souffle. Et puis bien sûr, intégrer, au-delà du son de ma voix, intégrer les bruits qui pourraient être aux alentours, que ce soit les bruits chez vous, les bruits à l'extérieur. Voilà, que tous ces sons, que tous ces bruits fassent partie de l'expérience, fassent partie de votre espace intérieur, extérieur. Et que vous puissiez écouter le son de ma voix comme un fil conducteur qui va vous guider à l'intérieur de vous. Prendre le temps de continuer à sentir votre corps qui se dépose ici et maintenant dans l'espace. Sentir l'air qui circule dans vos narines, l'air frais qui rentre et l'air chaud qui en ressort. Et puis posez cette intention qu'à chaque expiration, votre corps se relâche et se dépose un petit peu plus dans l'espace.
Voilà, sentir le visage qui se détend, la mâchoire qui se relâche, les épaules qui s'abaissent, toute la colonne vertébrale, le thorax, le ventre, jusque dans le bassin. Sentir les jambes qui se relâchent, tout le corps qui se détend, qui se dépose ici et maintenant. Puis je vais vous inviter, depuis cet espace tranquille, depuis cette conscience, à visualiser un lieu ressource dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un lieu que vous connaissez, qui existe, ou un lieu imaginaire. Simplement appeler ce lieu à vous, lui demander de se manifester. Voilà, et vous déposez complètement dans ce lieu, un espace sécure, dans lequel vous sentez que votre corps peut vraiment se relâcher. Et puis observez dans ce lieu, qu'est-ce qu'il y a à votre gauche, observez ce qu'il y a à votre droite, devant vous. Vous pouvez explorer votre environnement. Peut-être que vous avez envie de rester en mouvement dans ce lieu ou bien vous asseoir, vous allonger. Voilà, c'est votre lieu ressource, c'est vous qui décidez. Vous pouvez vous laisser immerger par peut-être des sons dans ce lieu, des odeurs, des sensations. Hmm. Voilà, vous vous sentez bien dans cet espace qui est le vôtre. Et puis dans ce lieu ressource, au loin, quelque part, peut-être devant vous, va apparaître une porte. Une porte dont vous pouvez observer la forme, la couleur, sa taille, la matière. Et puis vous pouvez vous rapprocher tranquillement, doucement, dans ce lieu de cette porte. Peut-être vous pouvez en voir davantage de détails. Et vous pouvez vous placer devant. Cette porte, c'est l'entrée de votre temple intérieur. Elle garde votre temple intérieur. Et lorsque vous choisirez de passer cette porte, vous allez pouvoir rentrer dans ce temple et rencontrer les prêtresses qui s'y trouvent, rencontrer vos archétypes intérieurs. Alors, lorsque vous vous sentez prête, vous pourrez déposer votre main sur la poignée ou bien sur la porte pour entrer dans ce temple. Vous pouvez l'ouvrir, faire un premier pas. Et puis vous découvrez l'intérieur. Vous observez une grande salle, un espace à l'intérieur de ce temple. Voir son architecture, sa vastitude. Et puis dans ce temple, dans cet espace, dans cette pièce, se trouvent ces 4 archétypes. Elles se trouvent un petit peu au loin, devant vous, chacune dans leurs espaces.
Vous vous trouvez au centre de cette pièce, face à ces 4 archétypes. Puis vous allez pouvoir avancer vers l'une d'entre elles, la première. La première, c'est Junon. Vous vous rapprochez d'elle et puis vous pouvez observer comment elle est habillée, son apparence, sa taille, son visage. Et observez comment vous vous sentez face à elle. Comment c'est dans votre corps. Est-ce que vous avez des sensations particulières? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est familier? Et puis, vous pouvez lui demander si elle a un message pour vous, si elle a quelque chose à vous donner, à vous transmettre. Peut-être que ce sont des mots, des phrases, ça peut être aussi un objet, une image, une sensation. Comment est-ce que cette Junon a envie de se mettre en lien avec vous? Et vous mettre dans une pleine réceptivité de ce qui se présente avec elle, de recevoir le message, la sensation, les images, les objets. Prendre quelques secondes pour être en présence avec ça. Et puis la remercier. La remercier d'être là. La remercier de faire partie de ce temple. Et puis vous pourrez l'inviter à reprendre sa place originale. Peut-être vous pouvez vous replacer au centre de votre temple, prendre quelques instants pour retrouver une posture de neutralité. Et puis vous tournez vers votre seconde archétype, une seconde femme qui se tient face à vous, à quelques pas. Et cette deuxième archétype, c'est Cérès. Vous pouvez l'inviter à vous s'avancer vers vous, ou bien vous avancez vers elle, entrer en lien avec elle. Comment est-ce qu'elle est habillée? Comment est son visage? Comment est son apparence? Comment vous vous sentez à son contact? Est-ce qu'elle vous est familière? Et puis, comme la première, vous pouvez lui demander comment elle se sent, et si elle a quelque chose à vous transmettre, un message, une sensation, une image, un objet. Comment est-ce qu'elle a envie de se mettre en lien avec vous? Prendre un instant pour être dans cet espace de réceptivité avec Cérès, pour l'écouter, pour recevoir, pour ressentir. Et la remercier d'être là, la remercier de faire partie de ce temple, de faire partie de votre mandala intérieur.
de sa présence. Lorsque vous sentez qu'elle aura transmis ce qu'elle avait à vous transmettre, vous pourrez l'inviter à reprendre sa place et vous à vous replacer au centre de votre temple à nouveau, de retrouver cette posture neutre, alignée. Et de vous tourner cette fois-ci vers la troisième archétype, la troisième prêtresse qui se trouve dans ce temple avec vous. De vous avancer vers elle, de la laisser s'avancer vers vous. Et cette troisième archétype, c'est Pallas Athéna. Observez à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous approchez d'elle, quand elle s'approche de vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Comment vous entrez en lien avec elle et à quoi elle ressemble, cette Pallas Athéna, dans votre temple? Comment est son visage? Comment est son apparence? Puis vous pouvez lui demander comment est-ce qu'elle se sent. Et si elle a un message à vous transmettre, quelque chose à vous transmettre, une sensation, des mots, des images, des objets, des symboles. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre, Pallas Athéna? Et restez dans cet espace réceptif d'accueil. Pour pouvoir être en lien avec elle encore quelques instants. Sentir sa force, sentir sa présence. Et puis la remercier. La remercier d'être là à vos côtés. La remercier de servir votre mandala dans ce temple. D'avoir elle aussi son rôle à jouer. Et lorsque vous sentez que le moment est juste, vous pouvez à nouveau l'inviter à reprendre sa place. Et vous vous replacez au centre de ce temple. Pour vous tourner vers la quatrième et dernière archétype qui est présente ici, Vesta. Vous tournez vers Vesta, l'invitez à s'approcher de vous ou bien vous approcher d'elle. Vesta, la gardienne de votre feu sacré, la dernière présente dans ce temple. Et observez à nouveau comment elle se présente, quelle est son apparence, comment est son visage. Comment est son énergie? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps quand vous êtes en lien avec Vesta? Et lui demander comment elle se sent. Et si elle a quelque chose à vous transmettre. Est-ce qu'elle veut vous transmettre un message à travers les mots, bien des images, des symboles?
Ou est-ce qu'elle a envie de rentrer en lien avec vous? Vesta. Et recevoir avec toute la présence et toute la gratitude cette transmission, cet échange. Et la remercier elle aussi d'être là, au service de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. La remercier pour son feu. Qui illumine tout le reste du temple et chacune d'entre elles. Et lorsque vous sentez que le moment sera juste, vous pouvez à nouveau l'inviter à retrouver sa place initiale et vous vous replacez au centre de votre temple. Les regarder une à une, Junon, Cérès, Pallas Athéna, Vesta. Sentir leur présence à vos côtés. Les remercier pour leur transmission, pour leurs enseignements. Sentir qu'elles sont toujours là à l'intérieur de ce temple. Toujours à l'intérieur de cet espace intime qui est le vôtre. Et que vous avez la possibilité à chaque instant de les rencontrer, d'échanger avec elles. Sentir si vous avez envie de transmettre un dernier message ou de leur demander si elles ont un dernier message pour vous. Et lorsque vous sentirez que l'échange est terminé, vous pourrez vous retourner sur vos pas et vous rediriger vers la porte par laquelle vous êtes entré. Vous pourrez franchir à nouveau le seuil de cette porte pour retourner dans votre lieu ressource, retourner dans votre lieu initial. Vous pouvez passer la porte, vous tenir sur le seuil, jeter un dernier regard à votre temple et refermer la porte lorsque le moment sera bon pour vous. Avec toute la gratitude pour ce partage que vous venez de vivre. Vous pouvez prendre quelques respirations dans ce lieu ressource dans lequel vous vous sentez bien, intégré, ancré dans toutes vos cellules. Cet échange que vous venez d'avoir avec les parties de vous. Profitez d'être dans ce lieu pour vous nourrir de lumière, de joie, d'amour, d'abondance, de force, d'ancrage. Vous imprégnez de tout ce dont vous avez besoin, encore quelques secondes dans votre lieu ressource. Et puis, lorsque vous sentez que ce sera juste, vous pourrez prendre une profonde inspiration et reconnecter votre inconscient et votre conscience à l'ici et maintenant, ou à la chaise sur laquelle vous êtes assis, assise, ou peut-être le canapé, le lit où vous êtes allongé. Peut-être faire des micro-mouvements, réintégrer les sons autour de vous, l'air dans la pièce,
vous étirer, bailler et tranquillement pouvoir réouvrir les yeux et juste prendre quelques secondes si vous sentez que vous en avez besoin, de prendre des petites notes, de boire un verre d'eau. Voilà, faire, si vous avez envie de garder en mémoire certaines choses que vous avez reçues, des enseignements qui sont précieux pour vous, profitez-en. Les sensations, on va juste prendre un petit instant, voilà, pour ceux qui ont envie de prendre des notes. C'est toujours des moments en général qui sont intéressants. Et voilà, boire un petit coup. J'espère que ça a été. C'est toujours des voyages qui sont chouettes en général, quand on va à la rencontre de soi. Ça va, Caro? Ça va. Et puis si vous avez envie de partager quelques mots aussi dans le chat, voilà, s'il y a eu des choses pertinentes pour vous, ou comment vous avez vécu le voyage, sachant qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route. Donc si Ah, jamais vous avez envie de le refaire, hein, tranquillement, vous pourrez aussi faire le replay. Vous pourrez refaire la visualisation en replay, sachant qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours différent. mm. On reçoit jamais les mêmes choses, on vit jamais la même expérience ou le même voyage, donc ça va, ça a été? Est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes? Là, ce qui va être chouette, et moi ce que j'aime bien, et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on commence par ça, c'est que ça vous permet vraiment aussi d'entrer en contact avec elle de manière complètement inconsciente et symbolique, avant qu'on vienne donner des explications et que Caro, elle puisse nous parler. Merci pour cette rencontre, intériorité et union. Mm. Merci Anne. Ah, des sensations physiques avec chaque archétype. Ouais, c'est normal et ça c'est hyper intéressant aussi de voir comment on se sent à chaque fois avec chacune d'entre elles. Ok, bon, on prend encore une dernière petite minute. S'il y en a qui ont envie de terminer de prendre des notes, de boire un coup. Fluide et surprenant. Chouette. Sachant qu'en plus, bon, on est dans le cadre de l'atelier, donc j'ai dû faire aussi une visualisation un peu rapide, entre guillemets. On peut le faire plus long, hein, mais c'était déjà une bonne entrée en matière, je pense. Ok. Alors, Caro, est-ce que tu veux, Oui. maintenant qu'elles les ont rencontrées de manière symbolique et inconsciente, tu vas pouvoir leur donner des petits détails sur qu'est-ce qu'il en est au final de ces archétypes? Mhm. Oui, alors putain, faut que je reprenne mes esprits, moi. Parce que t'es bien Je suis pas partie aussi. J'ai vu, hein, t'étais bien. Ouh. Bah, surtout, j'avais l'impression qu'à chaque fois, comme des fois ici, on a des tremblements de terre, j'étais là, est-ce que ma chaise bouge ou est-ce que c'est moi? Ça bougeait tout, puis je me suis dit, est-ce que ma chaise est à bascule? Est-ce que je vais tomber par terre? C'est marrant. J'avais vraiment cette sensation que j'avais pas de... Je me dis, oula, que tout bougeait beaucoup autour de moi. Étonnant. Donc oui, alors, je vais essayer d'être simple pour une fois. Non. Euh, donc déjà, je vais mettre un petit peu de contexte, c'est-à-dire que surtout si on prend l'aspect astrologique, hein, l'aspect astrologique, pendant très longtemps, on a eu dans l'astrologie que Vénus est la Lune.
hein, pour décrire certaines fonctions un petit peu du féminin. Et là, moi, je me rappelle, parce que je me rappelle jamais comment j'ai rencontré les astéroïdes. Tu sais, je sais à peu près la date, mais je me dis, mais voilà. Et c'est vrai que quand on s'intéresse surtout à la mythologie, bah, il y a un moment donné où ce qu'on décrit de la Lune, qui est l'aspect lié à la mer, et Vénus, quand vous prenez son aspect mythologique qui est vite résumé, alors là, vraiment, je fais une sorte de grand raccourci à la menthe, je trouvais que ça restait un petit peu limité en termes de fonction, justement, on pourrait dire, comment se manifeste cette énergie euh, féminine, on genre, même si on n'aimerait pas genrer, mais par rapport aux autres planètes, peut-être dans l'expression plus réceptive. Donc, on a découvert les astéroïdes. Alors, il faut savoir que la plupart des astéroïdes, il y en a énormément, il y en a 26 000. Hein. Mais les 4 premiers astéroïdes ont été découverts à la fin du 1800-1890. Hein. Et le premier qu'on a découvert, c'est Cérès. Hein. Et puis après, on a découvert, je ne sais pas dans l'ordre, Junon, Pallas Athéna et Vesta. Et quelque chose qui est assez drôle, c'est que, en tout cas pour Junon, Vesta et Cérès, c'est les sœurs de Zeus qui est Jupiter, de Poséidon qui est Neptune et de Pluton qui est Hadès. Donc tout d'un coup, dans la symbolique un petit peu du thème de naissance, c'est comme s'il y avait un rééquilibrage, parce que si vous regardez en termes de planètes associées à des divinités masculines et planètes associées à des divinités féminines, tout de suite, vous voyez bien hein, que Mercure, Soleil, enfin, il y a un grand déséquilibre. Hein. Et il faut savoir aussi qu'une des comment on pourrait dire, une des bases en astrologie, en tout cas, si on prend l'astrologie comme étant un système de corrélation et de correspondance, c'est-à-dire un système plus symbolique. Hein, et là, bon, c'est un autre sujet, mais on sort de toutes les gens qui vous disent oui, l'astrologie, j'y crois ou j'y crois pas. L'astrologie n'est pas une science, c'est plus un art symbolique. Hein, il n'y a pas de causalité. Hein. Mais il y a quand même cette idée que quand on découvre de nouveaux objets célestes dans le ciel, ça correspond à l'activation, hein, ça c'est Demetra George une de ses hypothèses, à l'activation de nouveaux centres psychiques à l'intérieur de nous. Hein. Et il faut savoir qu'on a commencé à utiliser les astéroïdes dits du féminin dans les années 70, notamment en Californie. Hein. Et c'est tout le départ, vous savez, aux États-Unis, il y a tout ce mouvement des Women's Studies. Vous avez un livre en français de Vicky Noble, La femme Shakti. C'est toute cette libération autour de la sexualité, du féminin, hein, qui commence à avoir lieu. Donc c'est dans ce contexte, donc c'est aussi quelque chose qui est assez drôle, hein, c'est qu'on commence à utiliser l'astrologie au féminin en lien avec aussi tous les mouvements dits féminisme ou d'écoféminisme. Donc ça, c'est un petit peu la base qui va nous servir de, comment dire, pour ancrer. Hein. Et après, il y a quelque chose aussi d'important par rapport à votre thème, c'est finalement la Lune reste toujours le grand principe féminin, seulement la Lune, alors je ne vais pas rentrer dans l'explication mythologique qui fait qu'à un moment donné, les déesses lunaires sont passées dans l'ombre et qu'il y a une transition des airs entre l'ère du taureau et l'ère du bélier et les matriarches et le patriarche. Hein, ça, on pourra un jour, si vous voulez, c'est hyper intéressant, mais je pense que sinon, je vais vraiment partir. Hein, mais il y a cette idée que toutes les déesses lunaires ont une fonction beaucoup plus. Hein, elle devient... Alors, pas tous, hein, en Égypte, c'était inversé. Hein, vous aviez un dieu, une déesse solaire et un dieu lunaire. Hein, il y a quelque chose qui s'inverse. Et Vénus, dans un thème, reste l'expression active de ce grand principe du féminin. Et en fait, donc, vous allez toujours, hein, pour celles qui connaissent l'astrologie, la Lune et Vénus restent toujours un petit peu votre matrice, on pourrait dire. Hein. Et la Lune, elle englobe justement toutes les phases. Hein. Les déités associées à la Lune, c'est les déesses, les triples déesses. Hein. Vous avez toujours le visage de la Vierge, de la Mère et de The Crone, hein, qui est la femme un peu sage et sorcière, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Donc c'est un peu différent, en effet. Comme le disait Aurore, moi je ne connais pas tout ce qui est les travaux de Miranda Gray, mais c'est un petit peu difficile. Donc, alors, oui, donc Vénus reste le grand principe féminin, et après, elle va s'exprimer, hein, donc c'est les 4, justement, images archétypales que Aurore a utilisées dans la visualisation. Chacune va utiliser l'énergie créatrice et sexuelle de Vénus d'une certaine façon. Hein. Il y a aussi une précision à avoir, c'est une planète ou même un astéroïde n'est pas à directement parler un archétype. Un archétype, c'est un idéal type.
vous ne pouvez pas rencontrer un archétype, il s'exprime au travers d'images, hein, donc c'est ce que Aurore vous a permis, vous avez rencontré des images où il s'exprime au travers des mythes. Mais on ne rencontre jamais, on fait tous un petit peu des raccourcis, mais un archétype, on ne peut pas le rencontrer. Et d'ailleurs, c'est même dangereux hein, dans la tradition jungienne de s'identifier à un archétype parce que c'est une inflation psychique et vous êtes possédé par l'archétype. Donc, l'idée, c'est de tous les équilibrer en nous. Hein. Donc, je vais reprendre le mandala. Donc, vous avez Vénus qui est au centre et Vénus va s'exprimer de différentes façons. Donc, je vais commencer à l'inverse d'Aurore dans la médialisation. Donc, Vénus va d'abord s'exprimer au travers de Vesta. Vesta, elle va utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus au service de la régénération du soi. Hein. Donc, on pourrait la placer d'ailleurs, entre guillemets, sur l'ascendant. Pourquoi? Parce que Vesta, c'est l'image archétypale que vous pouvez associer en effet à la prêtresse, à la gardienne du feu sacré, au temple intérieur. Euh, c'est vraiment cette... c'est une déesse dite vierge, hein, il y en a d'autres dans le mandala. Pourquoi? Parce qu'elle n'appartient qu'à elle-même. Hein. Donc, on y reviendra. Vous avez son équilibre, son opposé ou sa complémentarité qui est Junon. Junon, elle va utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus au service de la relation à l'autre. Hein. Junon, dans la mythologie, vous avez le nom grec et le nom latin, c'est Héra. Hein. Donc, c'est l'épouse de Zeus. Hein. Donc, on verra que les deux sont importantes en équilibre. Hein. Et Junon, on pourrait dire, c'est l'image archétypale. Vous pouvez l'appeler de la déesse souveraine, de l'épouse reine. Hein. Pareil, ça, il n'y a pas vraiment... Ce que je veux dire, c'est que le nom qu'on veut donner à cette image archétypale, c'est pas que vous vous trompez si vous lui donnez que ce soit l'épouse souveraine, l'épouse reine, hein, mais il y a cette idée qu'on va retrouver dans Junon d'épouse, de souveraineté et de reine. Hein. Vous avez ensuite, donc ça on pourrait décrire, c'est l'axe un petit peu Vesta-Junon, donc du lien à soi, Vesta, du lien à l'autre, Junon. Hein, donc c'est l'axe horizontal. Et puis vous avez ensuite l'axe vertical qui va être Pallas Athéna et Cérès. Donc Pallas Athéna, elle va utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus. Pourquoi je montre la tête? Parce que Pallas Athéna est née de la tête de Zeus. Hein, donc c'est tout le côté, l'intelligence créatrice, justement, les facultés de visualisation. C'est une image archétypale associée à l'Amazone. Et Pallas Athéna est un très bon exemple de comment les archétypes s'expriment au travers de mythes et de figures archétypales, puisque Pallas Athéna, dans la mythologie, n'est pas une Amazone. Hein. Mais comme c'est une divinité proche de guerrière, qu'elle renonce un petit peu, elle renonce à certaines, comment on pourrait dire ça, poncifs du féminin, hein, elle a une dimension d'Amazone, mais elle n'est pas à proprement parler une Amazone. Hein. Ça, je vous le dirai aussi, mais ça, c'est quelque chose, quand vous rencontrez ces différentes justement ces différentes images archétypales, on les associe parce qu'on est dans une astrologie avec des noms gréco-romains à ces figures-là, mais vous pouvez totalement avoir comme figure de l'Amazone, pour vous, dans votre panthéon intérieur, une Artémis. Hein. Comme pour moi, Vesta, vous pouvez avoir dans votre panthéon intérieur, pour moi, c'est les prêtresses d'Avalon. Bon, voilà, les prêtresses d'Avalon ou les prêtresses d'Inanna. Hein. Chacun peut ensuite tisser, j'allais dire, relier l'archétype à une image ou à un mythe qui vous parle, que vous pouvez aller puiser dans différentes cultures. Hein, puisque justement, le fait que l'idée d'archétype, c'est que de Jung, c'est qu'il y a des images primordiales qui existent dans toutes les cultures, hein, et qu'on va retrouver. Et donc, Pallas Athéna, après, je vais vous décrire un petit peu tout. Donc, elle, c'est vraiment le symbole de l'intelligence, le symbole du côté stratège. Moi, je l'appelle, c'est la Wonder Woman des temps modernes, on pourrait dire. Hein. C'est le besoin d'exister par sa tête, d'impacter le monde. Vous la retrouvez dans de nombreux thèmes aussi très militants. Hein. Elle fait progresser les politiques publiques, souvent en faveur des femmes. Hein. Et vous avez sa complémentarité qui est Cérès. Alors, Cérès, c'est Déméter. Euh, pour moi, dans un thème, je lis souvent Déméter, puisque c'est la déesse liée à la grande déesse mère et donc à l'archétype de la mère. Pas forcément, souvent on place sa fille, hein, qui est Perséphone, puisque c'est là comment Vénus, enfin, c'est l'utilisation de l'énergie créative et sexuelle de Vénus au service, on pourrait dire, de la naissance, du grain, du rapport parent-enfant. Mais attention, Cérès peut être très fort dans un thème sans qu'on ait forcément d'enfant
physique, hein. On peut avoir ce côté maternel, c'est aussi la gardienne des mystères du sang, la gardienne des mystères des rites de passage initiatiques, justement dans les différents âges de la vie, hein. Donc, elle a une signification assez forte, sans que... Des fois, ça peut être littéral, hein. De toute façon, c'est comme l'astrologie. L'astrologie peut s'exprimer d'une manière très littérale. Bon, on connaît tous avec Mercure rétrograde où il n'y a plus d'Internet, hein, ou peut être beaucoup plus symbolique, où on a, pendant Mercure rétrograde, des messages de notre intériorité et on dialogue avec notre psyché au travers de nos rêves, hein. Vous pouvez aller du plus littéral au plus symbolique. C'est un petit peu pareil avec toutes ces expressions des déesses. Elles peuvent s'exprimer littéralement dans votre vie ou d'une manière plus symbolique, hein, et des fois les deux. Et enfin, donc là, vous avez le mandala. Et moi, ce que j'ai placé, hein, forcément, on s'inspire de nos pères et on vient toujours ajouter quelque chose, euh, c'est les déesses noires. Ce qu'on appelle les déesses noires, c'est qu'il y a énormément de noms d'astéroïdes qui sont liés. Je ne sais pas si elles vous évoquent quelque chose. Alors, certaines, les Circé, les Médées, les Méduses, toutes ces femmes un peu à un moment donné dans la mythologie soit qu'on a jugé de vengeresses, de sorcières, d'exilés, hein. Et notamment, il y a aussi la figure de la lune noire. La lune noire, c'est un point complexe en astrologie parce que vous avez la lune noire moyenne, la lune noire corrigée, la lune noire vraie. Les Américains y rajoutent même une en vous disant qu'il y a une dark moon et il y a l'astéroïde Lilith. Donc, il y a énormément de points, hein. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est que comme on ne l'a pas encore vraiment intégré dans notre psychisme, eh ben, on a du mal aussi à... Rappelez-vous, hein, tout ce qui est en haut est en bas, donc tout ce qu'on découvre dans le ciel correspond à l'activation de nouveaux centres psychiques et quelque chose que, en fait, le problème de la lune noire réellement en astrologie, c'est qu'on n'arrive pas à calculer le point. Donc, il manque le calcul pour s'en approcher, hein. Donc, peut-être le jour, peut-être Pluton en Verseau aidera à ce qu'on calcule. On arrivera à pouvoir avoir un point de la lune noire qui n'est pas une moyenne, une correction, qui n'est pas approximative. Et les déesses noires vont représenter justement tout le lien à ce qui est plus indomptable, sexuel, tous les tabous, tout justement le côté plus sorcière, hein. Donc on peut aussi placer. Et elles sont exilées, hein. D'ailleurs, dans tous les mythes, Circé, elle est exilée sur son île. La lune noire, elle est exilée avec Samaël dans certaines versions et elle vient hanter les hommes le soir, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le mandala, hein. Donc, je ne sais pas si jusqu'ici ça va. Il y a des questions? Non, c'est bon, non, il n'y a pas de questions. Voilà. Donc maintenant, ce que je propose, c'est que je vais un petit peu vous donner un peu plus d'indicateurs sur chacune d'entre elles, hein. Il est normal que des fois, on ait des affinités et qu'on en déteste un peu d'autres, hein. Ça peut s'expliquer par nos placements astrologiques. Après, dans les thèmes, Vesta va s'exprimer. Vesta, c'est souvent le petit V. On a l'impression que c'est une petite flamme, hein. Junon, elle s'exprime par une croix, puis elle a une sorte de petit astérix. Pallas Athéna, c'est le losange avec la croix. Et Cérès, c'est la faucille, hein, un petit peu qui était utilisée pour la moisson. Alors, il faut savoir que la règle astrologique, mais alors moi je vous dis de suivre la règle et puis après de suivre votre intuition. La règle astrologique, c'est que, alors ça c'est la partie un peu plus technique, euh, pour qu'un astéroïde soit important dans notre thème, il y a certaines règles. Il va être important s'il est conjoint à l'un des angles, ascendant, fond du ciel, descendant, milieu du ciel. Il va être important s'il est conjoint ou en opposition au Soleil et à la Lune. Pour moi, il est aussi important s'il est conjoint ou en opposition au nœud et à Vénus. Après, on peut aller aussi regarder, il peut expliquer, mais ça peut être plus du détail, hein. Alors, le problème, c'est que j'aime dire ça et j'aime pas dire ça parce qu'après, quand on s'en relie à un archétype et qu'on trouve que dans notre thème, il n'est pas fort, ça peut créer quelque chose, hein. Après, c'est toujours votre ressenti, forcément, qui va être important, hein. Mais voilà, non, et c'est une orbe, ce qu'on appelle l'orbe, vous savez, c'est les degrés, souvent très très petites. C'est de 2 à 3 degrés, les orbes, hein. Il y a d'autres exceptions, donc ça, je les développerai peut-être un autre moment parce que ici, ça va faire trop, hein. Mais voilà, ça, c'est pour placer dans vos thèmes. Et ce qui est intéressant de regarder les astéroïdes dans notre thème, c'est que tout simplement, déjà, ils viennent enrichir euh, la symbolique de Vénus, mais souvent, quand on a par exemple beaucoup de déesses dites vierges, comme Pallas Athéna et Vesta,
hein. On peut avoir une très grande fidélité au besoin d'être seul. Quand on a Junon Cérès aussi présente, c'est tous les conflits entre est-ce que je donne de l'énergie à mes projets créatifs, Pallas Athéna, Cérès, à mes enfants, hein. Donc ça nous aide aussi, selon là où ils sont situés et comment ils s'articulent entre eux ou avec les planètes, à voir aussi comment chacune de ces facettes puisse, c'est ça, puisse exister dans nos vies, hein. Sachant, ça c'est beaucoup ce que disait aussi Éric Beru, que si on ne donne pas à manger, entre guillemets, à l'une de nos planètes, c'est valable pour les planètes et les astéroïdes, souvent ils se manifestent dans nos vies en faisant beaucoup de bruit. Il y a cette idée d'honorer les dieux, que vous trouvez beaucoup néo-jungien, hein, que nos névroses sont des dieux qu'on n'honore plus, hein. Donc on pourrait dire que chaque archétype du féminin non honoré en nous va avoir une forme de névrose dans notre, va se traduire par des symptômes, hein. Donc, je vais commencer par Vesta, puis Junon, Cérès et Pallas Athéna. Donc, je vous donne quelques clés. Beaucoup pour les astéroïdes, et c'est le cas surtout depuis Pluton. Quand on a découvert Pluton, puis après quand on a découvert Chiron, alors que pour Uranus, Neptune, ça marche un peu moins, on s'est beaucoup inspiré de la mythologie, hein. Uranus, Neptune, c'est les deux planètes. Quand vous regardez la mythologie, Neptune et ce qu'on dit de Neptune, et vous regardez ce que fait Poséidon, vous vous dites il y a un couac. Et Uranus, pareil, il est plus proche de Prométhée dans la mythologie que d'Uranus en lui-même. Par contre, pour les astéroïdes du féminin, on est beaucoup allé chercher dans la mythologie pour essayer de comprendre leur impact, hein. Donc, Vesta, elle est assez fascinante, hein. Alors, Vesta, c'est la gardienne du feu sacré. Pourquoi? Parce qu'on l'a souvent liée à Hestia, hein. Hestia, c'était la déesse du foyer. Seulement, moi, dans ce qu'on m'a transmis, et c'est un petit peu différent par rapport à certaines personnes ou certains. euh, le premier, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, cet astrologue français qui a écrit. Vous avez un livre qui s'appelle, je crois que non, c'est pas le grand, qui s'appelle Vesta et Chiron, hein. Donc voilà, si vous trouvez ça en français, vous allez peut-être voir que c'est un petit peu différent de ce que je vais vous transmettre. Donc je le précise parce que comme il y a peu de matériel, même si vous cherchez Vesta sur Internet, vous allez trouver Estia, hein. Et ce que je vais vous dire, on le trouve très peu, hein. On le trouve dans des anciens textes. C'est que Vesta, c'est l'ambiguïté souvent de la Vierge et de la Putain. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée que les anciennes Vestas, on les connaît souvent, c'est les Vestales, vous les connaissez à Rome comme étant les gardiennes du feu sacré. Mais si on regarde leur lignée mythologique, elles remontent et elles sont en lien avec ces anciennes prêtresses que vous retrouvez. Et d'ailleurs, certains, hein, Vénus aussi, il y avait aussi ces temples de prostitution sacrée liés à Vénus, hein, sur l'île, je ne me rappelle jamais, l'île de Delphos, je crois, hein. Donc, il y a vraiment... et c'est l'archétype même, on va utiliser ça même dans un thème, hein. Souvent, le lieu où on a Vesta, il y a un rapport, il y a plusieurs indicateurs que va décrire Vesta dans notre thème. Je vais vous les citer. Il se peut que ça résonne avec tous, comme il se peut que ça résonne qu'avec certaines parties, hein, de l'archétype, hein. Donc, comme elle est liée à ces anciennes prêtresses, vous les retrouvez aussi notamment avec Inanna, hein. Vous savez, c'est toutes les prêtresses qui étaient des prêtresses astrologues, mais il y avait aussi ces rituels un peu sacrés. Donc souvent, quand on a une forte Vesta, on se sent relié, hein, à ces mystères un peu du féminin, dans les temples, initiatiques. Avec Vesta, vous avez aussi la symbolique tout simplement du temple intérieur. Quelqu'un qui avait une forte Vesta, semblerait-il, c'était... alors, on ne sait pas si son thème est exact, c'était Thérèse d'Avila, hein, qui a écrit Le Château de l'âme. Donc il y avait toute cette reliance à soi, hein. Donc, Vesta peut être un indicateur dans un thème du lien à la sexualité, même si des fois, quand je le dis, après, tout le monde croit que Vesta, c'est la prêtresse des mystères sexuels et on retient que ça. C'est vrai, mais c'est pas vrai, hein. Donc, il y a cette dimension-là de Vesta et c'est vrai qu'elle va être un indicateur qu'on va retrouver dans le besoin d'avoir une chambre à soi, dirait Virginia Woolf, le besoin d'être relié à soi, hein. Donc, une difficulté parfois à c'est une très grande clé, Vesta, pour comprendre même pourquoi des fois on a du mal dans les relations affectives ou dans les relations amoureuses à tisser des liens plus classiques, hein, parce qu'il y a le grand besoin de cultiver le temple et d'être dans le sacré. Et tout ce qui rentre dans notre temple quand on a une forte Vesta peut avoir un côté profane. Donc ça, voilà, je vous donne des indicateurs parce que sinon je partirais sur Vesta pendant l'heure qui reste. Donc on va se calmer. Euh, Tu me calmes, sinon, Aura. Vous avez aussi Vesta en lien avec la dimension des arts oraculaires. Alors, tous ceux qui s'intéressent
ce que j'appelle les arts oraculaires, c'est dans les sens antiques de l'oracle, hein, comme l'oracle de Delphes. Vous savez, le lieu de l'oracle, c'était le lieu où vous demandez à Dieu et vous écoutiez la réponse. Seulement, la plupart des oracles étaient toujours un peu énigmatiques. On dirait maintenant que l'oracle nous répondait en langage symbolique. Hein. Donc, l'astrologie, la numérologie, le tarot sont des anciens arts oraculaires. Et souvent, les personnes qui ont une forte Vesta dans leur thème, et moi, ça avait été une révélation, donc je vous la transmets pour toutes celles qui s'intéressent à l'astrologie, c'est qu'il y a deux types d'astrologie, disait Démétra George. Vous avez l'astrologie où vous savez la technique, vous avez l'astrologie où vous savez aussi la technique, attention, ça je le précise, hein, parce que beaucoup, on ne fait pas que canaliser les planètes, où on sait aussi la technique, mais on allume une bougie. Enfin, pour moi, la bougie est symbolique, c'est qu'on allume Vesta, on allume la flamme intérieure et autre chose se passe. Hein. Donc là, c'est là où quand le symbole commence à vous parler et qu'il y a en effet ce qu'on pourrait appeler des facultés, je ne sais jamais comment appeler, psychic faculties, ils appelleraient ça, c'est pas médiumnique, mais oui, d'être quelqu'un qui arrive à être en connexion justement avec ce monde de l'inconscient ou de l'inconscient collectif et de ramener des informations. Donc on retrouve beaucoup, hein, suivant où est Vesta dans notre thème, cette dimension-là. Comme forcément on est dans les images archétypales, vous avez l'ombre et la lumière. Donc ça, je vous ai décrit la lumière. Quelles peuvent être l'ombre rapidement de Vesta? L'enfermement. Hein. Tout est sacré, donc vous vous enfermez dans votre temple qui devient un tour d'ivoire et il y a beaucoup, beaucoup de mal avec le monde extérieur. Hein. Souvent, on a du mal à rentrer en contact, soit parce qu'on trouve le monde trop profane. Vous voyez, un peu, je ne sais pas comment expliquer, un peu, voilà. Il y a des très, très grands idéaux. Alors là, je mettrais dans l'ombre et la lumière. Hein. Les très grands idéaux sont reliés souvent avec justement la sexualité, avec la relation à l'autre. Hein. Vesta, c'était la gardienne de certaines rituels que vous appelez le hieros gamos, où on disait que la Vesta avait représenté la déesse et l'homme représentait l'étranger, et donc ils s'unissaient, et si tout était satisfait, le royaume pouvait être abondant. Enfin, voilà, il y a toute cette très, très grande exigence de se sentir relié au sacré ou au divin. Hein, on va l'appeler comme ça, hein, dans Vesta. Donc tout le côté, toutes celles qui sont attirées aussi par la prêtrise. Hein, quelle est pour moi la plus grande difficulté de Vesta au temps moderne? C'est comment on existe dans Vesta dans cette société. Hein, voilà. Quelle place on trouve? Comment, à part, voilà, à part faire astrologue ou thérapeute, et encore, on doit être en contact avec des gens. Non, je rigole. Mais il y a plus de fonctions où vraiment, souvent, beaucoup de gens, moi j'ai remarqué ça parce que j'ai fait beaucoup de thèmes sur ça. Donc, les thèmes vous aident avec l'empirique, hein, d'avoir des informations sur ces astéroïdes. Beaucoup de personnes ont l'impression pas d'être inutiles, mais il y a cette idée de prendre soin de l'invisible, hein, d'être très relié à cet invisible, mais concrètement dans le monde, quelle est votre place si vous voulez prendre soin de l'invisible sans devenir nonne? Parce qu'en plus, souvent les Vestas, comme je dis, il y a aussi cette forte sexualité qui peut s'exprimer par des rencontres. Alors moi, je rentre pas dans tout le thème de ce comme on appelle ces rencontres un peu karmiques, flammes jumelles, tout ça, c'est pas mon langage, donc vous m'entendrez pas. Vous pouvez l'associer si c'est votre langage, mais pour moi, j'ai du mal à... Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Comme je vous l'ai dit au début, c'est des astéroïdes qui sont assez nouveaux. Donc, il y a aussi cette humilité de se dire, bon, on regarde ce qu'ils font dans les thèmes, on n'a pas la vérité absolue. Donc, si vous corrélez et vous avez d'autres idées, elles sont aussi valides. Voilà ce que je veux dire. Ça, c'est important aussi de savoir. Hein. Vesta, c'est la gardienne aussi du temple intérieur. Donc, il y a toute cette idée de Vesta de reliance à la pureté, à la pureté qui n'est pas morale. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on doit comprendre Vesta, pas depuis la morale. Hein. Et ça, notamment dans les thèmes masculins, parce que forcément, ce n'est pas réservé qu'au thème du féminin. On va retrouver Vesta beaucoup dans les thèmes, des fois, où les personnes ont besoin d'avoir de nombreuses partenaires. Hein. Comme s'il y a un besoin un peu de régénérer son énergie et du coup, des fois, de pouvoir mettre à distance l'autre. Je répète, on est sur du niveau symbolique, on n'est pas sur du niveau psychologique. Peut-être au psychologique, vous aurez une autre explication du comportement des personnes. Là, on est vraiment sur le plan symbolique. Donc voilà, là, je pense que vous avez un bel aperçu de Vesta, parce que sinon, je pourrais continuer encore et encore sur Vesta, parce que celle que je
celle que je préfère. Vous voyez, j'ai dit, il ne faut pas s'identifier à un archétype, mais voilà, j'ai tendance à avoir un petit faible. C'est ce que je dis souvent aux gens, quel team vous êtes. Bon, moi, je suis clairement team Vesta. Je vais pas te jeter la Notamment. pierre, hein, j'ai Vesta à l'ascendant. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que souvent, on se sent relié, cette idée du feu aussi. Il y a tout le rapport au feu. En fait, les anciennes Vesta, vous savez, si vous êtes intéressé, il y a un livre qui date, hein, qui est un livre de Esther Harding, c'était New Again, mais il doit dater de 1920 ou 1930. Il est en petit, il est aux éditions Payot. Je ne sais même pas, vous voyez, aujourd'hui, j'ai une mémoire visuelle, moi, donc je me rappelle où c'est écrit. Ça s'appelle Les mystères de la femme. Hein. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre? C'est qu'elle parle vraiment de ces anciennes prêtresses lunaires qui était chargé de maintenir actifs les pouvoirs féconds de la Lune. Hein. Donc, Vesta est lié à ça. Comment, alors je vais faire juste, si vous n'avez pas une forte Vesta, mais vous vous sentez relié à Vesta, la maison 3 en astrologie était la maison des oracles et des déesses en astrologie ancienne. Hein. Donc, il peut aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres placements dans votre thème qui peuvent aussi relier cette énergie oraculaire et notamment la Lune en maison 3, puisqu'en astrologie hellénistique, la Lune a sa joie, ce qu'ils appelaient the joy of the planet, en maison 3. Bon, il le disait en grec, je ne sais pas le mot grec, je vous le dis en anglais, parce que ça n'a pas été traduit en français, ce genre de concept. Hein. Donc, tout ce qui est en 3 aussi peut renforcer cette dimension oraculaire dans un thème. Hein. Voilà. Est-ce que ça va pour Vesta? Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se relient. Alors, est-ce que c'est courant? Faudrait Vesta à l'ascendant, ça dépend comme toujours. Hein. Tu sais aussi, enfin, je sais plus qui me posait la question, mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, même en séance, moi, enfin, il y a un astrologue que j'aime beaucoup, qui est un astrologue anglais, il parle d'écosystème. Quand vous rentrez, là, par exemple, mon écosystème, qui est mon propre thème, rentre en résonance avec vos écosystèmes à vous. Et c'est pareil en séance. Donc, c'est pas étonnant que les gens qui ont une forte Vesta ou Vesta aussi se relient avec d'autres personnes qui ont une forte Vesta. Il y a quelque chose qui fait que surtout pour ce genre de pratique sur le féminin, dans la présence à soi, dans la rencontre avec l'intériorité, et avec Aurore qui nous demande d'aller dans un temple en début de visualisation. Voilà, donc c'est aussi toutes ces résonances-là. Donc des fois, je pense qu'on est aussi biaisé. Il y a quelqu'un, il y a un astrologue, mais il l'a pas fait sur les astéroïdes. Il y a un astrologue français comme ça qui avait essayé de faire des statistiques avec qu'est-ce qui est Michel Gauquelin. Si vous regardez quel était, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a fait avec les astéroïdes. Voilà. Mm. Alors, elles ont une révolution d'environ 4 ans. Mm. C'est-à-dire elles font le tour du zodiaque en environ 4 ans, mais elles ont des orbes un peu irrégulières. Là, je ne sais plus où elles sont, mais elles rétrogradent aussi. Hein. Euh, donc, voilà. Alors, comment quel archétype nous représente? Eh ben, il faut regarder le thème. Et en effet, si c'est conjoint, ce que je disais, conjoint aux angles, conjoint et conjoint à la Lune, après, on peut aussi en avoir plusieurs. Hein. Il y a des personnes, ils ont des thèmes, tous sont importants. Ça, euh, c'est vraiment le langage astrologique et la technique astrologique, comme un peu, on essaye de voir quels sont qui peuvent être importants. Après, vous avez, comme toujours, vous avez votre thème de naissance qui va vous donner une base, mais actuellement, en transit, vous pouvez aussi avoir un astéroïde, je ne sais pas, vous avez un stellium en balance et vous avez eu Junon et la lune noire qui ont transité la balance, c'est venu activer ces archétypes dans votre thème. Le thème est vivant, hein, on a la base, donc il est possible aussi que les transits de certains astéroïdes, vous les rencontrez à certains moments de votre vie parce que, surtout quand vous avez des amas planétaires dans le même signe et que vous avez l'astéroïde qui, pendant quelques mois, en plus rétrograde dessus, ça va l'activer. Hein. Mais ça, je ne peux pas répondre sans regarder le thème pour regarder qu'est-ce qui est vraiment important. Sinon, je ferais des raccourcis et je ne me sentirais pas bien. Mm, mm. Euh, Alors, pareil, quelque chose aussi, pour être honnête avec vous, les rétrogradations des astéroïdes, c'est quelque chose aussi qui a été très peu étudié. Hein. Donc, toujours, là, on va faire un peu de la technique astrologique. On va se dire, bon, la rétrogradation en astrologie, il y a une dimension karmique pour certains astrologues karmiques, hein, c'est-à-dire que si vous êtes né avec une planète rétrograde, vous ramenez des mémoires d'avant sur cette planète. Hein.
Il y a la dimension de la rétrogradation plus développée par Luc Biget, qui va être que c'est un mouvement intérieur, donc vous ne pouvez pas chercher, vous avez du mal à rencontrer, là je parle pour les astéroïdes et pour les planètes, l'expression de cette planète à l'extérieur de vous. J'imagine Jupiter, vous avez Jupiter rétrograde, vous êtes obligé d'aller chercher votre système de croyance à l'intérieur de vous et votre propre guide. Parce que dès que vous allez à l'extérieur le chercher, de toute façon, ça fait un couac. Hein. Vous ne vous sentez pas, voilà, vous pouvez voir comme ça. Hein. Donc, on pourrait en effet penser qu'une Vesta rétrograde de naissance peut avoir tendance à s'enfermer un peu plus à l'intérieur d'elle-même, mais la lumière serait, elle ne peut pas se relier. Par exemple, elle ne pourrait jamais rentrer dans une prêtrise ou dans un cours là-dessus parce qu'elle sait que tout est en elle et elle est obligée d'aller chercher cette énergie-là à l'intérieur d'elle-même. Toujours ombre et lumière, on pourrait dire. Donc voilà pour Vesta. Est-ce que ça va? Il y a d'autres questions sur Vesta? Il y a aussi une autre ombre de Vesta, moi, que je trouve, c'est une forme des fois euh, 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 qui est, comment on pourrait dire, qui est un peu une forme d'anorexie ou de pureté spirituelle, de vraiment être toujours dans ces mouvements-là. Non, sur le site, vous ne pouvez pas calculer. Vous pouvez calculer la position, mais si on n'a pas en effet de base d'astrologie, on peut, à part, comme je vous l'ai dit, si on regarde si elle est liée au soleil, à la lune, à l'ascendant, au descendant, où ça c'est assez facile, pour être plus précis, les sites, ils ne calculent pas. Il y a très peu de sites qui calculent votre dominante et surtout votre dominante des astéroïdes, et puis personne n'est d'accord sur le chose de la dominante. Donc ça, il faut vraiment utiliser une technique plus poussée. Donc on a ensuite Junon. Hein. Donc Junon, là c'est Héra dans la mythologie. Hein. Si on prend la mythologie de Héra et de Junon, on est toujours un petit peu déçu, hein, parce que j'allais dire, c'est la mythologie peut-être la plus difficile. Hein. Vous avez qu'à regarder la série Netflix qui s'appelle Chaos, où on voit Junon, la femme de Zeus. Donc, dans la mythologie, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on retient souvent de Junon ou d'Héra, c'est qu'elle est en colère, son mari la trompe, elle reste. Ils se vengent, ils se font des entourloupes, ils sont chacun des enfants de leur côté, et leur mariage est stérile parce que bon, certains disent qu'ils n'arrivent pas à faire d'enfants, dans d'autres versions, leur enfant c'est Arès, c'est le dieu de la guerre. Hein. Euh, Quelque chose qui est intéressant quand on va plus loin dans la mythologie, c'est que Héra représenterait l'absorption des cultures matriarches, donc on pourrait dire des cultures plus de Vestale, par Zeus et l'établissement du patriarcat, et que finalement, c'est la dimension, on pourrait dire, sociologique aussi qu'on retrouve dans les mythes, le fait que Junon soit aussi aigrie, hein, c'est ce qu'on aigrit en colère, c'est qu'elle s'est coupée justement de Vesta, on pourrait dire. Elle s'est coupée de sa capacité à régénérer l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est bizarre. Moi, je pense que c'est un des archétypes qu'on doit réinventer. Parce que si vous regardez vraiment certains textes, Junon, avant, elle avait de nombreux temples, elle initiait les femmes qui avaient des problèmes, et puis après, on en a retenu que c'était une épouse aigrie, en colère. C'est comme si elle avait oublié un peu toute la notion de souveraineté actuelle est très liée à Junon. Hein. Comment reprendre sa souveraineté? Elle est une reine, elle peut co-régner avec Zeus. Et certains mythologues vous disent que le problème de Junon, c'est pas tant que son mari la trompe, c'est qu'elle est trop fidèle à être qu'une épouse. Donc c'est comme toujours l'identification à un seul archétype qui pose le problème sur Junon. La beauté de Junon, c'est, vous pouvez aussi utiliser Junon dans votre thème. Ça, c'est quelque chose qui est assez drôle. Elle peut représenter un petit peu l'idéal de la relation affective. Le signe peut nous dire le type de partenaire vers lequel on pourrait être attiré. Je me suis parfois demandé si la maison ne pouvait pas aussi décrire peut-être l'endroit où on a envie, où on pourrait rencontrer quelqu'un ou œuvrer avec quelqu'un. Vous avez une Junon en maison 10, qui est la maison vocationnelle, vous pouvez œuvrer à deux ou travailler pour les relations de couple. Hein. Dans la lumière, elle va beaucoup marquer l'importance de maintenir et de créer de l'harmonie et de la beauté dans nos relations. Hein. C'est des capacités d'engagement aussi que décrit Junon, comment on s'engage, hein, comment on se décentre de soi-même. Hein. Là où Vesta est tellement centrée, Junon, c'est celle qui nous invite souvent à nous décentrer de nous-mêmes. Alors, je sais que ce n'est pas forcément ce qui est courant dans le développement personnel de parler de se décentrer de soi-même, mais si vous prenez
pour vous montrer un exemple, je ne sais pas si vous avez, il y a pas mal de sociologues et même le film La La Land qui avait été pris en exemple sur le mythe de l'âme sœur et dire qu'on est dans une société aussi des fois tellement individualiste que plus personne veut se décentrer de sa vie pour rencontrer l'autre. Hein. Donc c'est dans cet aspect-là que je parle de Junon, hein, qui est sa capacité à créer des compromis, à laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et ajuster certaines de ses routines, certaines voilà, de ce qu'elle avait pensé de sa vie. Hein. Donc c'est plus un, je regarde ce qu'on me dit, décentrage, voilà, c'est plus dans le sens de service ou tout simplement vouloir prendre en compte le 2 plutôt que le 1. Hein. Seulement, on voit que Vesta et Junon, c'est un équilibre. Hein. Si on veut euh, pouvoir faire que Junon ne devienne pas dans son ombre, l'ombre de Junon, c'est elle est aigrie, elle est dans l'attente, elle attend, elle n'est pas contente, elle se venge, elle attend, elle rentre dans la colère, elle utilise ses enfants comme monnaie d'échange. Enfin, toute l'ombre de tous les films d'Hollywood, de tout ce qu'on voit du couple moderne, Junon l'incarne. Hein. Mais sa beauté, c'est vraiment justement de pouvoir tisser des liens équilibrés. Hein. Vous retrouvez aussi Junon pour le partenariat, c'est-à-dire que là, on va élargir Junon et la sortir que de l'aspect partenariat dans un mariage. Hein. Par contre, là où Vesta peut être dans des relations où il n'y a pas forcément d'engagement au sens des anneaux de Saturne, Junon a besoin de cet engagement saturnien, c'est-à-dire d'un engagement où il y a des règles, où il y a un contrat. Hein. Là où Vesta, elle va être fidèle à certaines de ses ressentis, qu'elle s'est reliée à cette âme et qu'il y a quelque chose à vivre. Mais souvent, quand vous avez d'ailleurs une ambiguïté entre Vesta et Junon, ce qui peut être difficile, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes avec qui vivre une relation du type Vesta, mais ça ne prend pas dans Junon, ça n'arrive pas à trouver un modèle qui fonctionne dans le quotidien avec des règles et un contrat. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ça, c'est assez fascinant à regarder. Junon est aussi très important dans les synastries. Les synastries en astrologie, c'est les thèmes de couple ou les thèmes croisés, hein, pour regarder chacun. Et dans sa dimension initiatique, Junon, c'est la gardienne justement du mariage sacré. Une des hypothèses que moi je fais de Junon, c'est que Junon, pour rencontrer Junon à l'extérieur de nous-mêmes, il faut la rencontrer à l'intérieur. Donc, Junon pourrait être dans sa dimension initiatique, ce que vous retrouvez beaucoup euh, chez Jung, mais parce qu'il a étudié les alchimistes, hein, c'est ce mysterius conjunctionis, hein, je sais pas, la conjonction des opposés, relier les paires d'opposés en soi, l'anima et l'animus, hein, tout ce mystère finalement d'intégrer les différentes parties de nous-mêmes. Hein, ce mariage intérieur pour pouvoir vivre le mariage à l'extérieur. Hein. Est-ce que ça va pour Junon? Mhm. Je lis. Oui, c'est possible. Bah, l'eau, il faudrait regarder si Junon, dans ton thème, est en eau. Et puis Junon, elle est aussi, elle peut être en effet, hein, alors ça dépend si on a une Junon justement en eau qui va se relier et se marier depuis le sentiment, ou une Junon peut-être en air qui a besoin plus d'échanger. Moi, je me rappelle quand j'avais étudié ça, l'exercice que j'avais eu à faire avec Démétra George, c'était suivant le signe de Junon, la manière dont elle est en colère. Mm. Donc c'était drôle, Junon en bélier, elle part au quart de tour, Junon en taureau, elle va manger, Junon en gémeaux, elle se tait, Junon en cancer, elle chouine, Junon en vierge, elle se met à tout ranger, Junon, attendez, il y a quoi? Junon en lion, elle fait un caprice, Junon en balance, je ne sais pas, tiens, ce qu'elle pourrait faire, elle essaye à tout prix de maintenir l'harmonie ou elle ne se met pas en colère, Junon en scorpion, elle va piquer, ou elle essaye de résoudre ça au lit, Junon en sagittaire, elle part. Junon en Capricorne, elle bosse. Junon en Verseau, elle va voir ses potes, elle se dit ça me fait chier. Et Junon en Poisson, elle est complètement submergée par l'émotion. Donc voilà, c'était drôle, vous pouvez, je vous l'ai fait rapidement. Donc ça va être aussi le lieu où on peut incarner l'ombre de Junon. Après, pareil, ça dépend de vos placements. Il y a certains placements en astrologie où on voit bien que c'est comme une sorte d'acquis, Junon, dans cette incarnation. Hein. Donc, il y a souvent, c'est les relations, vous êtes avec votre conjoint depuis très longtemps, ça fonctionne, c'est pas trop un sujet. Hein. Mais par exemple, dans les thèmes, quand il y a un conflit entre Junon et Vesta, c'est comment je garde mon temps Vesta tout en étant en lien avec l'autre. Et souvent, ça demande cet ajustement entre les deux. C'est pour ça que souvent, c'est aussi très intéressant de les placer. Mm, mm.
Mhm. Mhm. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc ensuite, on a l'axe Cérès Pallas Athéna. Mhm. Donc Pallas Athéna, c'est, on pourrait dire, la Wonder Woman des temps modernes, hein. Pallas Athéna, c'est l'Amazone. Alors, Pallas Athéna, pour la petite mythologie, c'est Athéna qui est sortie de la tête de Zeus. Comment elle est sortie de la tête de Zeus? C'est qu'on avait dit à Zeus, qui était à l'époque avec Métis, qu'il allait avoir une fille très puissante. Et comme il a peur, il avale sa mère. Et en effet, sa fille était tellement puissante qu'elle naît, c'est ce qu'on appelle par parthogénèse. Elle naît depuis la tête du père, hein. Et donc, il y a tout un symbolisme autour de Pallas Athéna. Pallas Athéna, c'est aussi une déesse dite vierge. Donc, quand vous l'avez dans votre thème, souvent un des grands conflits de Pallas Athéna, c'est le cœur et la raison, hein. C'est que pour exister, alors Pallas Athéna, c'est pour exister à l'Olympe, dans un monde d'hommes, elle doit sacrifier quelque chose. Donc, souvent, c'est la sensation de devoir sacrifier le mariage, hein, ou vous savez, c'est tous ces questionnements, si je veux être successful, mais dans le sens noble du terme, dans mon expression créative, dans mes projets créatifs, impacter le monde, je dois renoncer à quelque chose, hein. Et un des défis justement de Pallas Athéna, c'est qu'elle peut mettre trop cette intelligence très fine au service de venir faire taire le cœur, hein. Donc il y a tout un conflit entre l'intelligence du cœur et l'intelligence plus rationnelle. Par contre, vous retrouvez Pallas Athéna dans les thèmes de personnes très engagées pour la justice, pour l'évolution de certains droits, qui ont besoin d'impacter le monde positivement en sentant qu'il y a vraiment une évolution de certaines politiques publiques. Euh, vous retrouvez aussi dans l'importance de la carrière professionnelle, pas la Athéna, mais elle est aussi, alors ça je vais peut-être pas le faire ici, mais tout le défi de Pallas Athéna, c'est justement de se réconcilier avec Métis, qui était sa mère. Donc il y a toute une réconciliation avec cet archétype féminin lié au cycle, lié j'allais dire, au mystère de la mort, de la régénération, hein, donc une existence beaucoup plus cyclique, et aussi de se réconcilier avec la Méduse. La Méduse, c'est dans la mythologie Pallas Athéna, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle envoie Persée, et Persée, il tue la Gorgone, qui est le serpent, là. C'était Pallas Athéna qui avait transformé la Gorgone en Méduse. Et si vous tapez Pallas Athéna, vous verrez que sur son cœur, elle a la tête de la Gorgone. Elle a la tête de la Méduse sur son cœur, hein. Donc c'est aussi toute la réconciliation de Pallas Athéna avec justement, on pourrait dire, les déesses de l'ombre, la partie plus sexuée, la partie plus, comment on pourrait dire, oui, sexuelle, hein. On ne connaît à Pallas Athéna aucun enfant, hein. Certains disent il y a Typhon. Typhon, c'est un monstre, un monstre, hein. Mais voilà, elle a une virginité très forte. Vous retrouvez aussi Pallas Athéna dans les métiers du soin, hein. Elle a tout un pan lié aussi au rôle de thérapeute. Toute la visualisation créatrice, c'est aussi très lié à Pallas Athéna, hein. Euh, et aussi dans les métiers de beaucoup tout ce qui est de la créativité, hein. Moi, j'aime beaucoup Pallas Athéna, disait Démétra George, elle est à la jonction de l'axe Lion-Verseau. Pourquoi? Parce que ça va être le lieu où on essaye de faire quelque chose depuis cette expression singulière du lion pour le donner dans le collectif en verso, hein. Par contre, voilà, un des grands défis de Pallas Athéna, c'est cette sensation qu'elle doit sacrifier quelque chose, renoncer. Ça peut être aussi, alors là, on va rentrer plus au niveau psychologique. Pallas Athéna, il peut y avoir quelque chose avec le père, hein, la fille du père, tout le rapport aussi avec la rivalité féminine. Il peut y avoir aussi quelque chose avec la performance, hein. Et là, on reprend les Amazones qui se coupaient le sein droit pour être plus performantes. Donc, vraiment vouloir être performante au détriment de ses propres cycles naturels, hein. Donc ça, c'est des facettes que vous allez retrouver dans Pallas Athéna, même si une fois qu'elle réunit et qu'elle se réconcilie, hein, pour finir, l'initiation de Pallas Athéna, c'est réconcilier cette intelligence très, on pourrait appeler ça rationnelle, avec l'intelligence beaucoup plus instinctuelle et du cœur. Du coup, elle réunit les deux, hein, et elle peut être très forte. Pallas Athéna est importante dans notre société actuellement. Bon, ça, ce sera un autre, mais au niveau des aspects, elle montre justement cette réconciliation que beaucoup d'entre nous, on cherche à faire, hein.
Et vous avez ensuite son opposé et sa complémentarité qui est Cérès, pardon, j'essaie de tout vous donner, donc, qui est Cérès. Cérès, c'est les mystères du grain, c'est Cérès et Perséphone. Alors, Cérès et Perséphone, elle est utilisée, c'était un mythe agraire, donc qui expliquait l'alternance des saisons, hein, qui était vraiment l'acceptation. Beaucoup de mythes féminins sont des mythes agraires. Hein. C'était ce qui expliquait qu'on allait avoir de nouveau du grain et de quoi se nourrir. Donc, il y a plusieurs dimensions de Pallas Athéna, de Cérès, pardon, dans un thème. Déjà, c'est important de placer Perséphone. Cérès, elle va nous donner des informations supplémentaires sur la Lune. Il faut la prendre comme ça pour ne pas se perdre dans tout le jargon astrologique. Elle va parler de quoi on a besoin, comment on nourrit l'autre, comment on se nourrit. Elle peut parler aussi de certaines carences affectives. Hein. Cérès, Perséphone, c'est tout attachement parent-enfant. Donc, toutes les personnes où il y a eu des enfances où on a senti que on nous a un peu arraché comme Perséphone à l'innocence de l'enfance pour aller rencontrer le monde des enfers. Il y a souvent, ce mythe est très fort. On le retrouve notamment dans les troubles du comportement alimentaire, même si moi, dans ma pratique, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut qu'il y ait certains signes. Les signes du taureau, les signes de la Vierge, les signes du cancer, qui sont plus reliés justement à ce côté alimentaire, sont souvent plus touchés. Hein. Mais c'est vrai que, alors pareil, pour ceux qui vont me demander comment on le sait, je vais être honnête avec vous, et c'est pas pour vendre l'astrologie, mais sans la technique et la pratique astrologique, vous ne pouvez pas le savoir. Hein. Il y a plusieurs combinaisons astrologiques, il faut qu'il y ait aussi Pluton, enfin, qui nous permettent de voir toute cette capacité, ouais, toute la difficulté qu'il peut y avoir aussi à se nourrir, à se sentir soutenu par la vie. Hein. C'est toutes les expériences de transformation. Les personnes qui ont une forte Cérès dans leur thème, euh, il y a souvent cette fascination justement pour les mystères du féminin. On parlait, comme ça a été dans les années 70, qu'on a découvert ces astéroïdes, enfin qu'on a beaucoup utilisé ces astéroïdes. Il y avait tout ce qu'ils appelaient, vous savez, les tentes rouges, les mystères du sang, les cercles de femmes, accompagner les femmes dans des grands moments de transition, voilà, que sont tout le lien aussi au doula, aux sages-femmes, à la naissance, hein, tout l'intérêt aussi qu'il y a autour de ces domaines est très lié à Cérès, mais vous retrouvez aussi des gens qui ont une forte Cérès tout simplement dans la nutrition, hein, ou justement dans même la restauration, l'alimentation. Hein. Euh, Elles ont un niveau aussi plus initiatique, hein, parce que c'était Cérès et Perséphone, c'était les gardiennes des mystères de l'Hésis en Grèce, et c'était des mystères tellement bien gardés qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passait. La seule chose qu'on savait, c'est que quand les gens ressortaient, ils avaient plus peur de la mort. Donc des fois, littéralement aussi, ce mythe va parler de notre rapport au passage, à la mort, à ce qui se termine, hein, et comment les mystères d'Eulésis, ça s'appelle. Eulésis, c'est Eleusis. D'Eulésis, c'est les temples en Grèce. Et donc, il peut y avoir aussi, des fois, moi j'ai vu littéralement dans les thèmes, les personnes qui accompagnent les gens en fin de vie, qui ont tout ce rapport aussi à la mort, ou toutes les peurs aussi, les peurs de Cérès, c'est les peurs incompréhensibles qu'on ait, qu'il arrive quelque chose à nos enfants. Tous les grands deuils aussi peuvent se voir à certains moments de vie quand c'est activé par transit. Hein. Toute la volonté aussi de comprendre les cycles du féminin, les cycles menstruels, tout ce rapport à la terre, à la déesse, à se sentir soutenu, à accepter l'impermanence dans nos vies. Hein. Là où Pallas Athéna a une vision plus linéaire des choses, Cérès, elle nous ramène dans cette permanente impermanence, on pourrait dire ça, comme ça. Et aussi vous savez, toutes les mères, quand on a une Cérès en difficulté, c'est tous les rapports difficiles, justement, là où on était censé, enfant, nous accueillir et nous nourrir, ou au contraire, on a plutôt eu l'impression de très jeune avoir conscience, justement, de certaines forces plus destructrices. Hein. C'est ce qu'on oublie toujours. Hein. Si vous prenez les mythes et que vous lisez tous les mythes liés aux grandes déesses mères, elles nous nourrissent et tout le monde dit oui, je vais me réfugier dans Gaïa, mais elles peuvent aussi détruire, nous manger. Hein. Donc, il y a aussi toute cette partie de la mère terrible, on pourrait dire aussi, qui se retrouve beaucoup dans les mythes. Hein.
Et souvent, quand on a Cérès et Perséphone, soit on s'identifie à la mère, soit on s'identifie à la fille aussi. Hein. Donc, quand on est plus identifié à Perséphone, bah, c'est la jeune fille en nous qui s'est confrontée très jeune à des choses très difficiles ou qui très vite est allée rencontrer des Hadès, hein, mais qui a tiré aussi une connexion au monde de l'invisible, au monde psychique et qui sait guider les âmes aussi. Hein. Donc, c'est assez mystérieux, Cérès et Perséphone. Pareil, pour regarder dans votre thème, généralement, si vous sentez une reliance à l'un de ces quatre, c'est qu'on le voit dans le thème. Hein. Si vous ressentez, enfin, si vous avez l'impression que votre thème vient pas valider, souvent il y a d'autres choses ou c'est des déplacements que vous n'avez pas vus ou certaines des carrés à Saturne ou des choses comme ça. Hein. Mais ça, c'est vrai qu'on est plus dans la technique. Mm, mm. Donc voilà pour les quatre. Mm, mm, mm. Et forcément, hein, quand on a, là, pour les mettre bah, quand vous avez Cérès, par exemple, en difficulté avec Vesta dans un thème, bah, vous pouvez tout simplement imaginer que Vesta a envie de passer du temps dans cette contemplation, alors que Cérès demande à nourrir vos enfants, vos créations, votre jardin, l'extérieur. Hein. Donc c'est là où des fois ça peut créer des tensions. Mm, mm. Et enfin, il y a d'autres astéroïdes qu'on peut placer qui sont ces fameuses déesses de l'ombre, et là qui parlaient d'une forme d'indomptabilité. Hein. L'indomptabilité, le besoin, le côté rebelle, le côté un peu fasciné par, si vous êtes fasciné par le côté sorcière, les plantes magiques, les mystères des quatre, les passages, la sexualité, euh, que généralement vous ne vous sentez pas du tout comprise, un peu exilée, toujours en marge, voilà, avec des dons un peu mystérieux. Généralement, les déesses de l'ombre doivent être bien présentes. En plus, ça, c'est sympa. Ça, je pourrais. Mais dans mon livre, je dis les numéros, mais sinon, je pourrais vous les envoyer, les numéros des astéroïdes qu'on peut placer. Moi, je trouve que ça vient. Ce que j'ai pas dit aussi en début, c'est que la justification des astéroïdes dans la grammaire astrologique, qui est de Demetra George, est assez belle. C'est ce concept de daimon. Le daimon, c'était dans l'ancienne Grèce, c'était, vous savez, ces intermédiaires entre le ciel et la terre, parce qu'il y avait cette conception que vous aviez signé un pacte avec les moires, hein, avec les fileuses du destin, et les daimons, c'était un petit peu les intermédiaires qui vous venaient vous rappeler votre destinée. Hein. Il y aurait cette idée que les astéroïdes sont un peu nos daimons qui viennent nous, comment dire, entrer en résonance pour nous rappeler un petit peu notre destinée, hein, en tout cas notre appel de l'âme. Hein. Donc, après, par exemple, vous pouvez placer beaucoup d'astéroïdes dans votre thème, mais si vous plaît, moi j'avais placé, parce que j'ai été fascinée par les oracles de Delphes, et pour l'oracle de Delphes, vous avez Castali, qui était l'astéroïde qui étaient les sources où les Pythis se baignaient. Vous avez Pythie, qui étaient les Pythis, qui avait Draconia, qui était le dragon gardien. Et quand vous les avez tous à des endroits clés, ça vient juste résonner, vous dire, je ne suis pas folle. Hein. Moi, je les utilise beaucoup comme ça. Des fois, il ne faut pas trop chercher à interpréter non plus. Hein. C'est qu'ils peuvent rentrer en résonance et que ces figures-là peuvent vous guider vers l'intégration de différentes parties de vous-même. Parce que comme toujours, le but de tout ça, c'est d'arriver à sentir que tout ce qu'on vit en fragments trouve un centre. Hein. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Ça va, je suis restée dans les temps. Mm. Oui, c'était parfait. On a même largement de la marge. Pour les questions. Mm, mm. Ouais, pour les questions et parce que bon, je me disais, je sais pas si tu avais envie de dire quelques mots sur Lilith, mais c'est quand même un sujet qui est assez profond, donc pas sûr que tu arrives à... Oui, bah, je peux dire hein, si vous voulez. Alors, la lune noire, alors déjà, moi, je vais, parce qu'on parle toujours depuis qui on est et de ce qu'on a appris. Vous avez vraiment la lune noire abordée par l'astrologie humaniste en France et vous avez vraiment, moi, ce que j'ai découvert, comment on l'aborde dans d'autres pays. Et c'est pas du tout pareil. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a une façon très franco-française d'aborder la lune noire. Hein. Avec beaucoup la croix de Luc Biget, vous savez, vous avez Priap pour ceux qui connaissent un peu plus. Euh, Vous avez la partie beaucoup plus liée au mythe, notamment par Demetra George qui vous dit que la lune noire, elle fait partie, vous pouvez placer 3 points dans votre thème, il y a la lune noire, la dark moon et l'astéroïde Lilith, et que c'est les 3 étapes de l'histoire de Lilith. L'histoire de Lilith, résumée simplement, Lilith est la première femme d'Adam,
il la domine un peu toujours dans la position sexuelle sur le dessus. Du coup, elle n'est pas satisfaite parce qu'elle ne veut pas être liée qu'à ces mouvements, on pourrait dire, d'enfantement. Donc, elle va prononcer le nom de Dieu, ce qui est interdit, et elle s'exile. Donc, la première étape de Lilith, c'est le refus de la soumission. Hein. La deuxième étape, c'est quand elle s'exile. Elle s'exile, donc je crois qu'elle va sur la... Je me rappelle jamais, c'est la mer Morte et la mer Rouge. Je sais pas pourquoi je confonds toujours. Et là, on dit qu'elle commence à s'engendrer librement avec les démons, que Dieu essaye de revenir négocier avec elle, qu'elle retourne auprès d'Adam, mais elle ne veut pas. Donc on va en faire une dévoreuse d'enfants, dire qu'elle tue ses enfants, enfin, toutes les choses horribles. Hein. Donc là, c'est le moment où elle vit l'exil. Hein. Et il y a le troisième moment qui, pour Démétra George, là vraiment est la lune noire qu'on utilise en France, donc la lune noire moyenne ou la lune noire vraie, qui ce serait un lieu d'alchimisation où on arrive à comprendre ses forces, notamment en lien avec notre sexualité, et qu'on n'a plus peur de ce côté indomptable, volcanique en soi, et qu'on peut arriver à le vivre. En astrologie plus française, la lune noire est très psychanalytique et on vous dit que c'est euh, les forces psychiques les plus fortes de votre thème. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça je trouve que, et je suis d'accord avec ça, c'est un point sensible et qu'on ne peut pas juste vous dire vous avez cette lune noire au risque de, on ne sait pas ce que ça peut provoquer chez les personnes. Moi, ce que je trouve intéressant sur la lune noire à retenir, c'est que la lune noire, souvent, elle est ambiguë. Il y a une ambiguïté. C'est le plus grand désir et la plus grande peur. C'est quelque chose qu'on aurait envie, mais on ne sait pas. Un exemple très simple, et j'espère ne heurter personne si vous avez ce positionnement, mais je vais vous le dire, c'est la lune noire en maison 2. En maison 2, maison des possessions et de l'argent, ça peut créer un rapport ambigu. On désire l'argent, mais on n'en veut pas. Donc, vous voyez, ça va. Imaginez tout. Pareil, en maison 7, on rêve de l'histoire absolue, mais quelque part non plus, on n'en veut pas. Donc, il y a cette partie-là. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi dans les thèmes, c'est qu'il y a vraiment la partie de la lune noire, surtout quand on la met dans les astéroïdes du féminin, où on est dans ce débat qui, moi, ça m'embête toujours de me dire au XXIe siècle, et quand même je le dis, ce débat entre Ève et Lilith, où, comme disaient les anciens textes, on rêve de Lilith, mais on se marie avec Ève. Hein. Donc le conflit entre ces deux forces, la Vierge et la putain aussi. Malheureusement, en lisant les thèmes, je retrouve toujours des gens qui ont parfois une forte lune noire et qui se retrouvent toujours dans le rôle de maîtresse, de cachée, d'amante, c'est impossible, hein, qui est jamais la personne avec qui on s'engage. Pourquoi je vous dis que ça m'embête? Parce que moi, des fois, ça m'embête de dire ça. Je me dis, bah non, soit je crois, enfin, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui ont évolué, il y a beaucoup de mouvements. Bah, dans les faits, ou en tout cas, moi, dans ma pratique, je reste à voir toujours ces tensions. Mm. Voilà. Mais moi, Mhm. je trouve que la lune noire est un lieu surtout d'indomptabilité. C'est le lieu où vous voulez jamais où on se sent indomptable. D'ailleurs, elle peut aider hein, quand il y a vraiment une situation où elle peut beaucoup aider, par exemple, quand on veut divorcer, quand on veut sortir d'un boulot, parce qu'elle va être elle a un côté uranien, hein, elle est outsider du zodiaque, mais depuis ces tripes qui se disent, je ne peux pas supporter de me faire enfermer dans des règles qui ne sont pas les miennes. Hein. Par contre, souvent, la difficulté de la lune noire, c'est qu'elle pense qu'elle doit s'exiler. Donc, elle ne peut pas vivre ce qu'elle aspire être dans ce monde. Elle doit toujours vivre dans un monde parallèle. C'était Lynn Green qui a beaucoup... Lynn, Lynn Bell, pardon. Lynn Bell qui a beaucoup écrit là-dessus. Lynn Bell, c'est une astrologue anglaise qui vit en France. Elle a beaucoup écrit sur la lune noire comme étant ce lieu où, dans votre thème, on vous dit non et vous avez l'impression qu'il faut aller dans un monde parallèle pour le vivre. Donc, ce sentiment d'exil. Mhm. Voilà. Donc elle est aussi assez fascinante, mais je pense qu'on ne sait toujours pas bien la saisir. Mais peut-être, comme me disait une fois quelqu'un, peut-être que c'est aussi le fait qu'elle n'ait pas à être saisie. Mais elle a aussi un très grand absolu. Ça, beaucoup de gens oublient que la lune noire, c'est ce lieu aussi où on est très déçu par le monde. Vous retrouvez dans certains textes où ses yeux lui font mal. C'est les yeux de la lucidité. Et c'est ce que dit un peu des fois Luc Biget en disant, du coup, elle devient la dame à la licorne. Je ne sais pas si vous voyez la dame à la licorne, cette tapisserie de Cluny où elle est toute seule. Donc en fait, elle s'isole aussi du monde parce qu'elle est déçue. Hein. Voilà. Non, Mhm. mais elle est assez fascinante. Ouais, il faudrait déjà, dans tous les cas, il faudrait plus que 5-10 minutes pour arriver
Faudrait plus que 5-10 d'en minutes. Et parler. pour résoudre aussi, parce que si vous prenez la lune noire moyenne, la lune corrigée ou la lune vraie, j'aime beaucoup, il y a certaines personnes je crois que c'est des Américains qui parlaient de ça, ils vous disaient, c'est comme si vous avez un couloir de Lilith dans votre thème. Donc tous les points du couloir entre, je ne sais pas si vous avez de 10 à 20, ça va être ces 10 degrés-là sont sensibles à l'énergie de Lilith. Et j'aime bien aussi le voir comme ça, cette idée qu'on aurait un couloir de Lilith dans notre thème. Voilà. Hmm. Bon, en tout cas, merci Caro. C'est toujours hyper riche et Rien. intéressant de t'entendre. Je sais pas si s'il y avait des questions. Bon, il y a eu déjà des questions un peu tout au long là de Ouais. l'échange. Il y en avait eu dans le chat. Après, comme tu disais, parfois il y a des questions auxquelles on peut pas trop répondre parce qu'il faut quand même regarder un peu tout le thème et c'est un peu difficile de faire des généralités. Mais au moins, ça a permis de semer quelques graines. Après, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, comme on disait, il y a le livre de Caro. Vous pouvez aussi faire des séances, voilà. Et puis, si vous avez envie de les rencontrer en vrai, Mhm. ben, il faudra venir à la retraite qu'on va faire. Vu qu'on va faire des constellations avec les archétypes, je pense que ça va être plutôt chouette. Voilà, donc je sais pas, là on avait encore autour de 15 minutes, Enfin, plus ou moins, mhm. s'il y en avait qui avaient des questions, que ce soit sur tout ce que tu as partagé. En tout cas, c'est toujours aussi riche. Moi, j'adore à chaque fois t'écouter parler, je les redécouvre. Il y a toujours des redécouvertes qui se font. Bah, c'est surtout qu'on apprend à chaque fois des nouveaux trucs. Oui. Moi, c'est ça. En séance, beaucoup, hein, moi, c'est quelque chose que c'est pour ça que j'aime autant les séances. C'est qu'on apprend parce que vous entendez la personne vivre. Donc, il y a la corrélation entre la théorie et puis, moi, c'était ce que je raconte toujours. J'avais ça avec Vesta au début, je ne comprenais pas. J'ai même dû écrire à Demetra George avec Vesta. Parce que j'avais souvent des personnes justement qui étaient mariées dans quelque chose de Junon et puis qui rencontraient quelqu'un. Et c'était toujours le même vocabulaire. Ça m'a réveillée dans le feu. Puis je mettais les thèmes ensemble, c'était toujours Vesta. Et je me suis dit, tiens, alors Vesta, c'est aussi un indicateur de ces rencontres. Vous savez quoi? Beaucoup de gens en a des fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément consommation. Voilà. Mais moi, j'avais des gens que c'était par les yeux, par la main sur les hanches, qui avaient vraiment réveillé leur feu. Donc, c'est marrant. Mm, mm. Mm. Alors, alors ça, peut-être les placements individuels, je ne vais pas le faire, hein, Lilith en Vierge en maison 12, parce que c'est toujours un exercice difficile, euh, comme ça, sans voir le reste que du thème. Donc, je suis désolée, Pascal, mais en plus, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est souvent très, très, très... euh, voilà. Par contre, quand les astéroïdes sont plusieurs centrales dans le thème, bah justement, faire la synthèse, là, pour le coup, ça va demander encore plus à la personne de tous les équilibrer, hein. Quoi, ils sont tous importants. Mm, mm. D'autant plus de raisons pour arriver à les capter, pas qu'au niveau intellectuel, mais d'arriver vraiment à les sentir et à se mettre en lien Mm, avec d'ailleurs. mm, mm. Ouais, alors, souvent, on peut voir hein, qu'il y en a un, mais justement, les placements de notre thème peuvent nous montrer. Vous avez une Junon en maison 5 par exemple, elle va avoir besoin de puiser, hein. Mais pareil, la maison 5 j'ai pris cet exemple-là parce que ça peut être les enfants, ça peut être la créativité, c'était la joie de Vénus, c'est le plaisir, hein. Donc, ça dépend. Vous pouvez aussi regarder la maison, parce que la maison, c'est le champ d'expérience concret en astrologie, où elle est située, hein. Donc, vous pouvez aussi jouer comme ça avec l'astrologie. Là où j'ai Vesta, ça va être peut-être le champ d'expérience ou encore plus, je vais avoir besoin de me centrer. Alors, il y en a certains plus faciles. Quand vous avez une Vesta en maison 11, ça va vous demander toujours, quand vous êtes en groupe, d'aller vous retirer un peu du monde et vous dire, bon, je vais aller prendre ma petite pause, mais ça permet de se connaître aussi. Mm. Mais c'est pareil, on ne peut pas enfermer un symbole, parce que si je reste sur Vesta en 11, ça pourrait aussi se refléter dans des personnes justement qui amènent Vesta dans le collectif, hein. Euh, donc, mm. Après, ce qui peut être intéressant aussi au-delà de... Parce que là, on a fait la visualisation au début, mais vous pouvez la refaire Ah bah vraiment oui. pour entrer en lien avec elle régulièrement, faire des méditations. Là, on a ouvert un espace où vous êtes allé vous connecter aux quatre, mais vous pouvez aussi vous dire
à un moment, bah là, j'ai envie d'aller rencontrer Mm, ma Vesta, j'ai envie de sentir ce qu'elle a à m'enseigner, j'ai envie de me connecter à son énergie. Vous pouvez vraiment ouvrir un espace que avec elle. Et ce qui est mm, intéressant aussi, c'est de l'amener avec la psychomagie, avec l'espace, avec la matière. Donc, par exemple, faire un hôtel mm, dédié à chacune d'entre elles ou un hôtel où elles seraient toutes présentes pour pouvoir vous connecter à leurs énergies quand vous avez besoin, placer des intentions. Vous pouvez aussi travailler avec la roue médecine, ça qu'on fait beaucoup avec les enseignements chamaniques, par exemple. Voilà, les placer dans un espace, dans une pièce chez vous, dire là il y a Vesta, là Cérès, mm. et puis aller vraiment sur l'emplacement de chacune d'elles et puis sentir à l'intérieur comment c'est, qu'est-ce qui vous vient comme information, comme message, comme sensation. Enfin, tout ça, c'est des explorations qui sont hyper intéressantes parce que Ouais. la dimension archétypale, on peut vraiment la relier de plein de manières différentes et c'est ça qui est riche aussi. Oui, mais c'est vrai, en plus, après, je pense que plus on... Moi, j'ai l'impression, alors je le fais pas parce que c'est mon ascendant Verseau, tu sais, qui fait peu de choses comme... Mais vous pouvez, plus on développe un lien avec certains, plus on sait aussi dans quelles situations elles peuvent nous aider. Hein. Vesta, elle va vraiment aider quand on a besoin de se recentrer et sentir que cet espace, justement, en nous, où l'extérieur n'a plus de prise. Hein. Donc, elle rappelle qu'il y a quelque chose allumé en nous qui, finalement, reste calme. Hein. Junon, c'est intéressant à la connaître parce que quand vous rentrez, surtout quand on rentre dans une nouvelle relation ou quand on est en relation, généralement, Junon s'active. Et qu'est-ce que fait Junon? Elle attend. Hein. Donc là, pour tout, Junon, on la rencontre des fois dans l'ombre, mais on sait que c'est revenir à Vesta qui va nous aider ou c'est euh, accepter, parce qu'elle est drôle, je trouve, par rapport à ça. C'est que moi, je me dis, mais c'est pas possible. Souvent, du moment qu'on est en relation, on a l'impression qu'on doit rencontrer Junon. Même si vous êtes la plus indépendante possible, libre, il y a toujours un moment donné où il y a cette Junon qui se pointe et qui va créer des formes d'attente ou de frustration ou qui va se mettre à râler de la relation. Hmm. Hein. Euh, et justement, elle s'équilibre par Vesta. Ça peut être où elle peut, Junon peut aussi s'équilibrer par Pallas Athéna. Pallas Athéna, elle peut nous rappeler, parce que souvent, on va la rencontrer elle aussi dans l'ombre de par notre société. Pallas Athéna, vous savez, c'est quand on sent qu'on doit toujours lutter. Et on se dit, mais pourquoi j'ai toujours besoin de mettre des armes pour... Je ne sais pas si vous avez ça, sensation qu'il faut toujours, pour même être efficace dans nos projets créatifs. Tu vois, je me dis, il faut toujours on peut à un moment donné aussi déposer ses arbres, se reconnecter au cycle, voilà. Hein. Et Cérès et Perséphone, bah, elles aident beaucoup dans les moments de transition. Justement, Cérès et Perséphone, c'est celles qui vont nous rappeler qu'en fait, on est dans une société qui a tellement peu ritualisé les passages, hein, que souvent c'est difficile, que ce soit un deuil, que ce soit un divorce, que ce soit un déménagement, tout. On n'a plus du tout ritualisé ces grands passages de vie. Donc souvent, on se sent, on a l'impression d'être dévoré par quelque chose ou d'être et Cérès et Perséphone vont nous rappeler aussi qui surtout ça c'était un prêtre maya, je le dis tout le temps, il m'a toujours dit ça, il me dit la plupart des gens oublient qu'il peut remonter de l'inframonde, ce qu'ils appellent Shibalba. Hein. Et c'est vrai qu'avec Cérès et Perséphone, on a tendance, vous savez, c'est aussi je pense que toutes celles qui sont présentes, ça va être bon, je vais aller travailler sur maison, travailler sur le transgénérationnel. Et Cérès et Perséphone nous rappellent que 6 mois de l'année, la mère et la fille se réunissent, célèbrent le printemps et c'est la fête, on cueille les fleurs. On n'est pas Hmm. occupé à rencontrer Hadès, aller voir quelles sont les problématiques de l'ombre et tatata. Donc voilà. On peut, voilà. Mais après aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est par rapport à votre propre mythologie personnelle et votre propre panthéon intérieur. Vous pouvez trouver Vesta. Moi, j'ai rencontré Vesta dans le livre de Marion Zimmer Bradley. Je ne sais pas si vous connaissez Les Prêtresses d'Avalon. C'était un roman. Hein. Mais je me suis dit, oh là là, ça c'est Vesta, elles ont le don de second vue et ça m'a fait des tilts. Hein. Donc, vous pouvez aussi, par rapport à ce que vous avez lu, les images que vous aimez, les déités que vous aimez, ça se trouve, elles sont déjà présentes. Hein. Seulement, elles s'expriment au travers d'autres images. Mais l'archétype, comme je le répète, c'est un idéal type qui s'exprime au travers d'images. Hein. L'archétype de la prêtresse, vous le retrouvez dans de nombreuses civilisations. C'est pas obligé que ce soit à Vesta. Hein. On peut même les retrouver dans les Marvel, dans les films. Ah mais complètement, mais oui. Bah, entre nous, on voit très bien. Alors voilà, qui incarne qui. Des fois, voilà, moi avec l'astrologie, bon, on a l'impression qu'on incarne Vesta. Quand je suis sur la route au Guatemala pour emmener ma fille à l'école, je ne dis pas c'est l'Amazone qui se met en place, hein, parce que sinon, ma Vesta, j'aurais des accidents tous les coins de route.
hein. Donc voilà, on incarne aussi seulement dans certains contextes sociétaux. Il y a une phase, et je pense pas qu'on est déconnecté de notre authenticité, c'est juste différentes facettes de nous-mêmes. Mm, mm. Hmm. Voilà. Et puis après, bah, il y a tout le dialogue avec avec Mars. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est que sans Mars, qui est le gardien du Soleil, sans certaines autres fonctions masculines, on ne pourrait pas non plus les faire exister, hein. Donc c'est aussi ce dialogue-là, hein. Mm. C'est un équilibre entre les deux. Mm. Merci en tout cas pour toutes ces chouettes Ah bah merci, on conseils. m'a mis le titre du livre, c'est Astrologie et énergie féminine. Voilà, c'est ça. Ah, bah voilà. Et oui, là, il y a tous les placements. C'est vrai, merci Alice. En plus, j'ai vraiment séparé les signes et les maisons. Parce que moi, ça me confond dans mon apprentissage. Vous savez, quand on vous dit en bélier ou en maison 1. Donc, vous avez par signe, par maison et par aspect. Donc, vous avez aussi, si Vesta est en carré à Vénus, alors je crois que j'ai mis aspect facile, aspect difficile. Donc, vous pouvez voir Mhm. certains placements. Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on disait en bélier ou en maison 1. Pour moi, c'est un non-sens. C'est pas la même chose. Bah, c'est la différence entre l'astrologie moderne et l'astrologie ancienne. En astrologie hellénistique, vous aviez cette idée que vous aviez le signe du zodiaque, hein, qui sont différents des constellations, hein. Ça aussi, c'est faux, ce qu'on entend des fois sur les réseaux quand on dit aujourd'hui, sauf si vous faites de l'astrologie sidérale, mais si on vous dit comme la nouvelle lune qui vient de passer dans la constellation de la Balance, techniquement, c'est faux. C'est dans le signe du zodiaque de la Balance, hein. Hmm. Maintenant, avec la procession des équinoxes, les signes et les constellations, c'est pas la même chose. Euh, il y avait cette idée que les planètes prennent l'énergie du zodiaque pour se manifester dans les maisons sur la Terre. Donc pour moi, c'est vrai que c'est une grammaire assez différente. Et il y avait cette association en disant que le bélier, c'est la maison 1. Moi aussi, ça m'a toujours un peu... je sais que beaucoup ont appris comme ça, mais en tout cas, quand on va en astrologie traditionnelle, il y a des affinités, mais c'est parce que le bélier, c'est le domicile céleste de Mars. C'est un peu plus technique comme chose, mais des fois, Hmm. moi, ce que je dis, moi, ce que ça m'a beaucoup aidé de revenir et aussi légitimer dans les astéroïdes, parce que bon, j'ai fait un peu comme ma prof, hein, qui fait de l'astrologie ancienne et des astéroïdes, mais souvent, ce qu'on va décrier, c'est on dit oui, mais les astéroïdes, c'est un truc moderne, ça sert à rien. Et moi, je suis allée chercher l'astrologie la plus traditionnelle et le truc le plus nouveau. Du coup, ça ne veut pas dire non, il y a la place aussi. Mm. Donc voilà. En tout cas, voilà, il y a plein de personnes qui ont remercié. Et ben, Très riche. Faudra pas hésiter à réécouter, hein. De toute façon, on enverra le replay à tout le mm, monde, même aux personnes qui n'ont pas pu être là. On ouais, remettra le nom de ton livre, ouais. le lien vers ton site. On mettra le lien vers notre retraite Oui, je si vais vous avez regarder envie de aussi venir. si j'ai pas, je crois que j'ai deux, trois PDF qui sont pas ceux de mon livre, je pourrais te passer que tu peux mettre Ok. pour chacun, si vous voulez, très simple de deux, trois pages. Hmm. Mm. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. Le mail, il partira là en début de semaine, je pense, avec toutes les petites choses dont on vous a parlé. Et merci encore, Caro, pour ton partage, pour ta médecine. Mais de rien, merci à toi. Voilà, j'ai hâte qu'on vive tout ça dans la matière. Bah oui, une Et fois que je viens en France. oui, bah ouais, en plus au printemps, hein, Ah c'est bah moi, c'est important. normal qu'au printemps, là, tu me fais pas aller en hiver. Non, Non, mais bon, je vais y symboliquement, retourner. c'est chouette qu'on fasse ça au printemps, vu que c'est aussi le renouveau du zodiaque. Bah Donc, oui, ouais. Oui, puis surtout en 2025, vu l'année astrologique qui est sympathique comme tout. Donc, mm, ouais, ça va faire du bien. mm. Ok, bon, en tout cas, merci tout le monde pour votre présence, pour vos questions, pour vos partages. Peut-être à bientôt. On verra si on propose quelque chose Mm. en la matière ou en virtuel. Et voilà, merci, merci tout le monde. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Ouais, bonne soirée. Merci encore, merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais.